Bonjour, ou plutôt servus, comme on dit ici chez nous. Vous écoutez Dessine-moi Munich, le podcast pour les francophones et francophiles installés ou qui projettent de s'installer dans la capitale bavaroise. Je suis Hélène Cunet, fondatrice et dirigeante de l'agence de relocation et de coaching du même nom. Mon métier est surtout ma mission et ma passion, tout mettre en œuvre pour que vous soyez chez vous, ici, à Munich. Avant de démarrer cet épisode, qui pour la première fois est sous un format beaucoup plus court, je voulais vous prévenir qu'il s'agissait en fait d'un extrait de l'épisode précédent. Et l'objectif de celui-ci, c'est de vous présenter le fonctionnement des élections municipales à Munich qui vont avoir lieu dans quelques jours. Donc je vous en dis pas plus et je laisse place à un morceau de ma conversation avec Benoît sur ces élections. Alors la question, mais qui était la question au final initiale de la rencontre, c'était même avant de parler des élections, au final comment toi tu arrives à la politique et puis finalement à avoir envie de t'engager. C'est depuis toujours, c'est dans la famille ou c'est récent. Enfin, comment? Ni depuis toujours, ni dans la famille. Bon, dans la famille, évidemment, certains, on a toujours parlé plus ou moins politique, mais il n'y avait personne qui était engagé politiquement, à ce que je sache. En fait, c'est l'élection de Nicolas Sarkozy. Quand on est français à l'étranger et qu'il se passe certaines choses en France, ça remue vraiment beaucoup. Okay. Et donc, à cette époque-là, il s'avère que François Bayrou essaie de fonder ce nouveau parti, Mouvement démocrate. Le Modem, le Modem démocrate. Et à Munich, il y a beaucoup de gens qui avaient, je crois qu'il avait un score très important au premier tour des élections présidentielles. Il y a plusieurs, je crois qu'il y a quelqu'un qui a posté sur un des forums, Framuc ou équivalent, qu'il voulait essayer de monter quelque chose du Modem ici. Et j'ai été à la réunion, j'ai rencontré plein de personnes que je ne connaissais pas, que maintenant je connais bien. Et en fait, on a monté une section Allemagne, Munich et Allemagne. Il y avait quelques personnes à Berlin, il y avait quelques personnes à Francfort. Je crois qu'en tout, on était une centaine à avoir adhéré. Et on avait, comme le mouvement était tout à fait nouveau, on a réussi à avoir l'équivalence d'un département français. C'est-à-dire que le mouvement, les centaines d'adhérents qu'il y avait ici en Allemagne, on avait le même poids qu'un département français, une section française. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé, on va dire, en étant à l'étranger, un Français l'étranger, du côté français en politique. Et finalement, après 2-3 ans, je crois, j'ai été à une université d'été en France, etc. J'avais pensé que ça serait vraiment un mouvement démocratique. Et puis bon, il s'avère que finalement, on peut beaucoup discuter. Et puis à la fin, c'est seulement certaines personnes qui décident qu'est-ce qu'il y a dans le programme et comment on va être fait les choses. Donc en fait, beaucoup de personnes, beaucoup de Français ont abandonné ça. Donc j'ai dit, après tout, je suis en Allemagne. Quels sont les partis allemands qui pourraient me convenir? Et donc là, j'ai regardé la partie. Les choses importantes pour moi, c'était vraiment la liberté en société. Et donc, j'ai regardé les deux qui venaient en question, c'était Die Grünen et la FDP, les libéraux. Ouais. Et comme les FDP libéraux sont si très libéraux au niveau économique, ça ne me convenait pas trop. J'ai été sur l'aspect écologique et liberté au niveau de la société. Et donc, j'ai intégré les Grünen après. Et question complètement pratique. Donc, là, tu commences en tant que Français à l'étranger pour les élections. Après, quand tu t'engages là dans le parti allemand, il faut que tu aies la nationalité allemande, ou c'est pas... Non, c'est pas important. On peut avoir une nationalité française ou une autre nationalité pour s'engager dans un parti politique allemand, il n'y a pas de problème. Après, mais si tu as une fonction après, pour le coup... si tu es élu, là aussi c'est pareil. Élu, évidemment, c'est différent. On va peut-être en parler sur les élections. En tant que citoyen ou citoyenne européen, on peut être seulement élu au niveau local. Donc, c'est-à-dire qu'on pourrait, ici à Munich, on peut devenir conseiller d'arrondissement ou conseiller municipal. Je crois maire, je ne suis pas sûr.
Et donc, mais au niveau du responsabilité interne d'un parti, alors là, il n'y a pas de problème. Je crois qu'on peut vraiment devenir chef du parti ou d'une section sans avoir la nationalité allemande. Et donc là, tu rejoins les Verts. On est à peu près à 2009-2010, je crois. Ouais. Ok. Donc oui, ça fait... Oui, ça fait quand même un petit bout de temps. Ouais. Donc là, tu nous as dit, ton ambition, c'était vraiment ce côté, liberté, mixité. Ça, c'est ça qui t'appelle à t'engager, à aller vers la politique. Comment ça se passe en fait? Tu prends de plus en plus de responsabilités. Là, j'ai vu, je regardais ta fiche sur le site internet, là, Kommandante Fraktionssprecher. Et Beauftragter pour différents sujets. Comment ça se passe? En fait, justement, chez les Grünen, ce qui m'a plu, c'est l'opposé de ce que j'ai pu voir chez un parti français. C'est que là, surtout chez les Grünen, on peut discuter des heures et des heures. Et c'est très, comme on dit en allemand, basisdemokratisch. C'est vraiment la base qui décide de tout. On l'a vu chez certains Verts français, des fois ça peut être un problème, hein, mais ici ça marche. C'est-à-dire que dès que tu arrives chez les Grünen, tu peux être tout à fait nouveau, et si tu as envie de t'engager à 100%, tu peux tout de suite porter ta candidature pour être chef d'une section, chef des Verts de Munich, pour être délégué comment on appelle ça, au Parteitag, c'est-à-dire à la conférence annuelle du Parti fédéral, ce genre de choses. Donc, ils prennent vraiment, si tu arrives à convaincre les autres de voter pour toi et d'être délégué ou d'être chef de section, il n'y a pas de problème. Donc en fait, moi j'habite le centre-ville. C'est une section locale qui avait pas mal de membres, mais peu d'actifs. Donc en fait, ils étaient assez contents de trouver quelqu'un qui voulait mitmischen, s'occuper un peu et agir tout de suite. Et donc il me semble qu'au tout début, j'ai tout de suite nommé porte-parole de la section du centre-ville. Et donc en 2014, aux élections municipales précédentes, j'ai porté ma candidature pour le conseil d'arrondissement et j'ai été élu. Et je suis devenu donc porte-parole du groupe des Verts et de la Rosa Liste, la liste rose, au conseil d'arrondissement. Au conseil d'arrondissement du centre-ville, c'est le 2e arrondissement de Munich, Ludwigsvorstadt, Isarvorstadt. Oui. Donc Glockenbach et la Theresienwiese, la Hauptbahnhof, la gare, etc. Il y a quand même 50 000 à 55 000 habitants. On est 25 conseillers. On a 9 Grünen, 3 Rosa Liste, 6 SPD, donc social-démocrates, 6 CSU, donc conservateurs chrétiens, et un FDP. Donc on parle d'élections municipales. C'est l'élection du maire, mais pas que. Parce que quand on lit ton PowerPoint, je remettrai le lien qui est très bien fait. En fait, il y a 3 élections. Il y a 3 niveaux. Est-ce que tu peux nous présenter un peu le système et puis au final comment ces différents organes fonctionnent? Pour simplifier, au niveau allemand, au niveau de la politique de l'organisation allemande, donc tu as les élections fédérales. Donc en fait, c'est tous les 4 ans. Et on élit directement certains députés au Bundestag, donc c'est eux qui décident vraiment au niveau fédéral des lois, etc. Là, c'est pareil, on a 2 voix en fait. On a comme au système français, un système de circonscription où il y a seulement un tour majoritaire. Donc ça, c'est la première voix. On élit pour un député ou une députée. Et ensuite, la deuxième voix, on choisit un parti. Donc ça, et là, c'est un système donc proportionnel avec une barre à 5%. Et à la fin, le Parlement, le Bundestag, doit représenter exactement le pourcentage qu'a eu chaque parti. Donc c'est-à-dire que s'il y a eu beaucoup de députés qui ont été élus directement à la première fois, le Parlement n'est pas fixe le nombre de députés, c'est-à-dire que les autres qui ont eu plus de pourcentage mais pas de mandat direct vont avoir des députés par les listes proportionnelles. Donc ça, c'est le niveau fédéral. Après, il y a le niveau du Land. Donc ici, la Bavière, on élit pareil le député, le Landtag, au Parlement de Bavière. Et le système est équivalent. On a aussi 2 voix avec des circonscriptions et une proportionnelle. Et donc là, le 15 mars à Munich, c'est les élections bavaroises municipales. Ce qui est marrant parce que c'est tous les 6 ans, ça tombe pile poil à chaque fois en même temps que les élections municipales en France. Oui, parce que je regardais effectivement, là j'étais en train de préparer quelque chose, je me suis dit, mais
je sais pas, j'ai rêvé, mais c'est effectivement la même date. Ils ont le même rythme, et donc c'est au même moment à chaque fois. Ouais. Mais c'est pas la même date pour les autres villes ou les autres landes, où c'est la même... Chaque lande a des dates différentes Okay. aux élections municipales. En Bavière, c'est donc tous les 6 ans. Donc c'était 2014, 2020, ça sera 2026. Mais pour le coup, là, pour toutes les mairies... Pour toutes les mairies ça de va Bavière. être... Ok. Mm-hmm. Et donc à Munich, on a la particularité d'avoir 3 élections en une. On vote directement pour le maire, ce qui n'est pas en France le cas. On vote pour une liste. En général, le premier ou la première de liste est donc celui ou celle qui deviendra maire ou maire. Et donc ici, on n'a pas plusieurs bulletins. On a un bulletin avec tous les noms des candidates et candidates, et on fait une croix à côté de celui qu'on a envie de voter. Et donc ça, c'est la première élection. Ensuite, on a l'élection du conseil municipal pour toute la ville de Munich. Et ensuite, en fonction de l'arrondissement dans lequel on habite ou du quartier dans lequel on habite, on vote pour le conseil d'arrondissement de son quartier. Et donc concrètement, là, le 15 mars, je vais voter. J'ai 3 enveloppes, c'est ça? 3 bulletins, oui. Ok. Une enveloppe et dedans, je mets les 3 bulletins. Non, il n'y a pas les bulletins sont pliés. En général, il n'y a pas d'enveloppe comme en France. On plie le bulletin et on le met dans 3 urnes différentes. Ce que je conseille par contre à ceux qui n'ont jamais voté, c'est le mieux on a la possibilité en Allemagne de faire le vote par correspondance. Parce que, tu l'as vu sur la présentation, le vote pour le conseil municipal, le conseil du quartier un peu moins, mais le conseil municipal est assez compliqué. Le bulletin est gigantesque, il doit être à peu près de la taille de ta table. Et donc au bureau de vote, c'est pas évident parce que c'est à l'école en général, tu as une petite table, juste avec un truc pour cacher. Donc si tu as envie de développer le bulletin pour vraiment utiliser toutes tes voix, c'est pas très facile. Non, puis vu qu'en fait, grosso modo, tu peux quand même moduler à l'intérieur un peu comme tu veux. Alors en plus avec un système de comptage, je sais pas si c'est très bien de tout expliquer ici, parce que je trouve que ta présentation, elle est claire, je voudrais pas perdre les gens. Mais il faut se poser et réfléchir un petit peu et faire un petit peu de mathématiques. Ça dépend ce qu'on peut faire. On peut faire la plus simple. Si on tu dit prends... je choisis une liste, c'est tout. Ou alors vraiment utiliser le système à fond, on ne peut pas faire plus démocratique parce qu'on choisit vraiment des personnes comme on a envie. Ouais. Oui, c'est ce que tu disais là, le panachage. Voilà, c'est ça. Ouais. Voilà, j'ai découvert ça. Panachage et cumulage. Ouais. Mais... je me dis concrètement comment tu fais pour panacher et sur quoi aussi tu te bases, parce que ça doit demander quand même une connaissance des personnes, parce que bon, pour le maire, ok, j'imagine, mais après, là je sais pas combien de personnes c'est quand on est au niveau... Le conseil municipal de Munich a 80 sièges, donc il y a 80 conseillers ou conseillères, donc chaque parti essaye d'avoir une liste avec 80 noms différents, et donc cette année il y a 17 listes. Et en fait, de ce que je connais, de ce que mes amis ou mes collègues, la façon, il y en a beaucoup évidemment même certains Allemands qui ne comprennent pas comment on peut vraiment voter, donc qui se font la partie facile et font une croix pour le parti de leur choix. Donc dans ces cas-là, chaque nom reçoit une voix. Et ou alors certains font vraiment, si vraiment ils connaissent quelqu'un, c'est un voisin, un ami, une amie, dans ce cas-là, même si c'est pas forcément le parti qu'ils préfèrent, justement, ils vont panacher, donc c'est-à-dire qu'ils vont voter pour leur parti et donner quelques voix aux personnes qu'ils connaissent. D'accord. Ou je sais qu'il y en a certaines, certains dit aussi, sur le bulletin allemand, il y a la particularité, il y a toujours le nom, prénom, année de naissance et le métier. Il y en a certains qui choisissent par métier. C'est-à-dire, je ne sais pas si c'est une infirmière ou un infirmier, ou ce genre de choses. Ouais. D'accord. Non, mais après, je conseille aux gens, effectivement, de regarder ta présentation. Je mettrai le lien. Ce que je trouvais peut-être intéressant d'expliquer, c'est quelles sont les missions, les tâches de chaque organe. Alors, moi, j'ai appris de manière perso, complètement par hasard, à quoi pouvait servir, par exemple, le Bezirksausschuss. Je n'avais pas trop d'idées, puisque, comme je te le disais, j'étais au Vorstand là, d'une alterne initiative. Et on a fait appel à eux à un moment donné pour demander une participation, une subvention pour construire un abri poussette pour les enfants. Donc, est-ce que tu peux nous dire, alors je sais qu'on va pas pouvoir tout dire, mais peut-être au niveau des différents organes, de quoi ils sont responsables, et puis peut-être, par exemple, là, dans le cadre du Bezirksausschuss, c'est quelques exemples. Justement, le Bezirksausschuss, donc le conseil d'arrondissement,
ces dernières années, j'ai essayé de faire souvent de la pub sur Framux, sur Français à Munich, sur Facebook, parce qu'il y a beaucoup d'associations françaises ou franco-allemandes qui ne savent pas que justement elles ont cette possibilité de faire une demande de subvention au conseil d'arrondissement. C'est le conseil d'arrondissement, en fait, il est né, c'est pas vraiment comparé, si on compare à Paris ou Lyon, c'est pas tout à fait la même chose. En fait, c'est le maire de Munich qui a délégué certains de ses pouvoirs, qui normalement, le Oberbürgermeister, c'est le chef de l'administration municipale. Au point de vue juridique, c'est la personne la plus importante sur la ville, qui a délégué certains de ses pouvoirs à ses conseils d'arrondissement, en fait. Donc, la partie la plus importante, c'est on a le conseil d'arrondissement, justement un budget qui a été l'année dernière sur l'initiative des Verts. On voulait un budget participatif comme il existe un peu à Paris, où des gens peuvent porter leur candidature, proposer un projet, il y a un système de vote, etc. Finalement, ça n'a pas été comme ça. Ils ont fait qu'augmenter le budget que les conseils d'arrondissement. Bon, c'est pas mal non plus. Tu as donc 2 euros par habitant. Donc le deuxième arrondissement où je suis, on a 110 000 euros par année à distribuer. On peut faire vraiment absolument différentes choses. Justement, comme tu dis, un abri pour poussettes, installer, changer une place de parking de voiture en place de vélo, ou on a essayé aussi des associations qui sont de danse et de culture, ou d'événements culturels, des fêtes d'école, ou ce genre. Ce qui est important, c'est que ce soit ouvert ou accessible à personne du quartier, ou ça se passe dans le quartier en général. Oui, donc c'est ce que j'allais dire, c'est ce qu'il faut préciser, et donc moi ce que j'avais vu aussi avec la crèche, la crèche est localisée à un endroit, donc il faut faire la demande au Bezirk Ausschuss. Donc nous on était un peu à une frontière, mais tu le fais au Bezirk Ausschuss, qui a le lien quand même géographique avec ton quartier. De mémoire, il y a des dates, je me rappelle plus, il y a des dates limites, etc. Enfin, comment ça se passe sur l'attribution, où tu peux toujours déposer, je crois, le dossier quand tu veux, mais pour la date, elle est au niveau de l'année en cours, non, c'est ça? En général, il faut que ce soit la manifestation que ça se fasse, ou le projet qu'on a envie de réaliser, ce soit dans l'année. Et si c'est justement un événement culturel ou une fête d'école ou ce genre de choses, il faut que ce soit 6 semaines au moins avant l'événement. Parce que le conseil d'arrondissement, ce sont des gens comme moi qui font ça en plus de leur travail. Donc c'est bénévole. On a une petite, comment on va dire, un petit défraiement. Un petit défraiement, évidemment, mais donc il y a une réunion par mois. Et tu n'es pas riche avec ça? Non, évidemment. Il y a une réunion par mois. Donc c'est pour ça que si on fait un dépôt de dossier, ça ne va pas être tout de suite traité. C'est pour ça qu'il y a 6 semaines de traitement. Et au niveau de la décision, donc si vous attribuez l'argent ou pas, ou financez le dossier, ça se passe comment? Il y a certains critères, évidemment. Normalement, il faut au moins que l'association ou le groupement ait au moins des fonds propres, par exemple. Qu'il n'y ait pas non plus d'enrichissement personnel ou ce genre de choses. Ouais, donc, mais il y a quand même une grosse marge de manœuvre en général. Ouais. Nous, ce qu'on avait effectivement, c'est que sur le projet, il y avait une partie, j'ai plus le chiffre en tête, mais on devait en financer une certaine partie nous-mêmes. C'était pas le Bezirk Ausschuss qui allait tout payer. Et en plus, pour le coup, j'imagine que c'est comme ça partout, c'est que l'argent est versé une fois qu'il y a les factures. Oui, voilà, c'est pas comme tu dis, l'argent tout de suite qu'on donne à la main. Non, c'est pas de la main à la main. Et c'est quand même très bien contrôlé. Ouais. Oui, évidemment. Nous, par exemple, qu'est-ce qu'on a fait l'année dernière? Je crois que, justement, une initiative de parents, ils voulaient avoir une Bollerwagen, donc une petite voiture où on peut placer des enfants pour les transporter. On leur a financé ça. Il y avait une initiative d'habitantes et d'habitants qui ont voulu changer une place. Donc, ils ont eu des Urbeite, donc c'est-à-dire pour faire du urban gardening, des espèces de jardinières en hauteur pour faire sur la place. En fait, ils ont fait des choux, des tomates, etc. Tout l'été, c'est très bien. Super. Ou est-ce qu'on a fait aussi là, on a lutté contre la ville parce qu'au début, il y a quelques années, ça se faisait pas encore en Allemagne ou à Munich, pas du tout. Une boîte à livres. Là, on a financé nous-mêmes. On a trouvé une association qui voulait le mettre en place. Ouais. Donc c'est assez. Ou alors vraiment par exemple sur un concert culturel dans une église, un concert d'orgue, un quota de places qui sont gratuites pour des associations de personnes qui ont socialement un peu difficiles, qui n'ont pas les moyens de se payer des places de concert, ce genre de choses. C'est très varié. Ouais. Super. Et donc ça, c'était si on revient sur ta question d'avant, le conseil Bezirk d'arrondissement. Donc c'est vraiment le plus bas, très local, finalement très peu de pouvoir de décision.
à part évidemment ce budget. Ensuite, la pouvoir de décider quelle est la place que peuvent avoir les bars et les restaurants sur la voie publique, ce qu'on appelle le nombre de tables et de chaises qu'ils peuvent mettre dehors, ce genre de choses. Et après, sur des petits travaux et des petites transformations sur le quartier. Et les horaires d'ouverture, ou ça, c'est à un autre niveau? Par exemple, Ça, quand tu parlais des restos aussi, et des bars. mais c'est à un autre niveau des fois, oui. Et même là, des fois, on décide que, par exemple, si un bar veut avoir tant de, je sais pas, 1,50 m sur un trottoir qui fait seulement 2,50 m, et on estime que c'est un lieu très fréquenté, donc s'il y a 2 personnes en poussette ou en fauteuil roulant qui auront des possibilités, on refuse, et puis finalement, des fois, il s'avère qu'après, il arrive quand même en allant plus haut et en allant pleurer chez le maire, et puis voilà, quoi. Chez nous, jusqu'on a, par exemple, la Theresienwiese, là où elle a fait de la bière. Il y a évidemment des dates fixes, mais tous les ans, on a des candidatures de propositions de Veranstaltung, de manifestations. Et donc, en fait, on choisit certaines. Par exemple, cette année, on a eu un championnat de polo sur vélo qui va le faire. Bon. Ouais, voilà, c'est très bien. Ça va. On a dit oui, je crois, que ça serait intéressant de faire ça. On a eu le... Donc ça n'a pas encore eu lieu, c'est ça, t'as dit oui, non. mais c'est à venir. Ok. Ouais, c'est à venir cette année. À voir. Qu'est-ce qu'on a eu encore d'autre? On a eu un pique-nique géant, je crois, d'une association de jeunesse catholique. Après, on a eu... il y a plein d'années où on avait vraiment des choses un peu spéciales ou pas grand-chose. Par exemple, il y a une année, c'était une organisation qui voulait faire une course de dromadaires. Ils voulaient transformer la Theresienwiese en champ de course de dromadaires. Et les dromadaires venaient vraiment par avion des Émirats arabes unis. Et ils auraient été conduits, entre guillemets, par des robots. Et les robots eux-mêmes sont téléguidés par des gens qui sont en voiture, qui roulent à côté. Ça, on a dit non, il ne fallait pas exagérer. Ouais, au niveau empreinte pas vraiment écologique, génial, etc. Mais peut-être qu'il y a plein de gens en fait, qui ne savent pas qu'en fait, tu peux demander l'autorisation à organiser quelque chose sur la Theresienwiese. Oui, il faut vraiment avoir un bon dossier, quoi. Là, il faut que ce soit vraiment une ferraille ou ce genre de choses. Oui. Mais, donc, c'est-à-dire qu'on autorise par année un maximum de 4, 5, 6 jours supplémentaires, parce qu'on ne veut pas non plus que ce soit tout le temps pour les habitants. C'est pas non plus super quand il y a toujours une manifestation qui se passe, il y a de la musique, du bruit, etc. Ouais. Non, puis j'imagine qu'ils souffrent déjà bien pendant la fête de la bière. Exactement, donc il faut pouvoir se remettre. Ok. Et donc au niveau des 2 niveaux supérieurs, donc là le conseil municipal et la mairie, eux ils vont s'attaquer à quel type de problématique? Donc j'imagine des choses qui touchent toute la ville en général. Exactement. Et pas juste... Là c'est équivalent en fait à ce qu'on connaît en France, c'est vraiment de tout ce qui décide absolument tout ce qui se passe sur toute la ville en général. Justement, à Munich, c'est logement et mobilité, les thèmes les plus importants. Ou alors, par exemple, c'est le conseil municipal qui décide que le Geistag, la grande salle de concert, doit être rénovée parce que ça appartient à la municipalité. Donc, sur les 2 ou 3 ans où ça va être en travaux, à quel endroit on peut faire une salle provisoire pour accueillir le Philharmonie et toutes les activités culturelles. Donc, c'est eux qui ont décidé, par exemple, que là où il y a le gros marché à l'heure actuelle, une partie va être transformée en salle de théâtre et en centre culturel. D'accord. Si je ne me trompe pas dans mes calculs, ça va faire une 20aine d'années donc tu es à Munich. Mm-hmm. Est-ce que tu as vu des changements depuis 20 ans? J'imagine. Un peu, oui. Enfin, lesquels? Et puis après, justement, là, dans ce contexte d'élection, enfin, à ton avis, les plus gros sujets, les plus gros challenges pour la ville actuellement, ça va être quoi? Alors, excuse-moi, c'est 2 questions en même temps. Tu commences comme tu veux. Les 2 changements et le challenge, ça va ensemble. En fait, quand tu regardes, justement, on en a parlé, c'est le logement à Munich, c'est vraiment un problème important. J'ai eu la chance, quand je suis arrivé en tant qu'étudiante, justement, d'avoir une place en résidence étudiante. Si je l'avais fallu chercher par moi-même, ça aurait été autre chose. Hein. Déjà, à cette époque-là, en 99-2000, c'était pas facile. Maintenant, ça l'est encore moins. Donc, quand on pense que chaque année, il y a à peu près 15, 20, 25 000 nouveaux habitants qui arrivent en ville, l'offre n'est pas très importante. Mais finalement, maintenant, on commence à avoir de moins en moins de superficies qui sont constructibles.
Et donc, il va falloir monter en hauteur. Il y en a certains qui ne le voient pas d'un très bon œil, mais c'est comme ça. Oui, il y a des interdictions. Donc, ça va être important de savoir, avec la superficie qu'on a, comment peut-on construire davantage, pas cher non plus, parce que quand on voit justement il y a beaucoup de métiers qui ne viennent pas sur Munich, même si Munich fait un bonus supplémentaire sur infirmier, éducateur pour enfants, ce genre de choses, c'est très difficile il y a une part importante de ton salaire qui part sur le loyer. Oui, je ne sais plus comment ça s'appelle, il y a une espèce d'enveloppe ou de souche là. Voilà, c'est ça, un bonus spécial Munich, on va dire, sur certaines choses. Ouais. Et donc ça, c'est vraiment la partie, finalement, quand on regarde tous les partis, regarde sur certaines villes comme Vienne, par exemple, qui est depuis des années, je crois que Vienne a quelque chose comme 20 ou 30% du parc immobilier appartient à la ville, donc évidemment, c'est beaucoup plus moins spéculatif et moins cher par rapport à ce qui se fait ici. Donc ici, il va falloir voir comment on peut construire ou acheter d'autres bâtiments. En comparaison, ici, il y a combien qui appartient à la ville ? Pas énormément, je crois que c'est 7 à 8%. Je regarde justement au conseil d'arrondissement, nous-mêmes, on ne peut pas faire grand-chose. Surtout mon quartier, il arrive souvent qu'un vieil immeuble appartient à une famille ou une personne seule, âgée, qui décède. Les enfants n'ont pas les moyens de payer les droits de succession, donc vendent l'immeuble. C'est acheté par un investisseur qui essaye de virer les locataires, etc., etc. Et il se voit que la ville essaie de malgré tout faire de plus en plus ces dernières années. Je suis donc élu depuis 6 ans maintenant. 5 années différentes, la ville a toujours un droit d'achat avant l'investisseur s'il ne veut pas faire certains critères. Et donc, je crois que l'année dernière, pour la première fois, la ville, dans notre quartier, a acheté 5 à 6 maisons pour essayer de justement sauver l'habitat à loyer modéré sans qu'il y ait ce qu'on appelle une gentrification. Ouais. Mais ils ont un droit prioritaire, mais ça veut quand même dire qu'ils sont obligés d'avoir aussi de jouer le jeu des enchères et de faire une offre qui soit intéressante par rapport à un promoteur. Oui, ouais. Évidemment, oui, c'est pas forcément très donné. Ouais. Oui, non, mais tu veux pas dire non, de toute façon, c'est la ville qui rachète. Et puis, En fait, donc, quand il y a justement l'investisseur, soit la ville l'achète, et lui, au prix du marché, soit si l'investisseur ne veut pas que la ville et le bien immobilier lui passent sous le nez, ce qu'on appelle, il peut signer un papier légal où il s'oblige à ne pas faire d'investissement de construction ou de rénovation de luxe, ne pas garder certaines choses, les loyers à peu près stables sur un certain nombre d'années, etc., etc., etc. La ville a aussi pas mal ces dernières années ce qu'on appelle aussi, je ne pourrais pas le traduire en français, Erhaltungssatzung, c'est-à-dire que justement pour éviter qu'on transforme certains appartements en faisant des balcons très grands, des grandes terrasses ou ce genre de choses, qui fait que les loyers augmenteraient rapidement très haut. Ouais. Donc on limite une espèce de conservation de l'État. Enfin, c'est un peu difficile à traduire. Et donc le logement, c'est clair que ça, peu importe, c'est vraiment un point très difficile. Et ce qui va avec le logement, quand on regarde justement la ville de Munich qui planifie 2 gros nouveaux quartiers complets, un à l'ouest, Freiham, je ne sais pas si tu vois où ça se situe, et qui est en discussion aussi au nord-est. Après, ça va de pair avec tout ce qui est aspect mobilité et transport. Ce qui est un aspect aussi, justement, c'est un des trucs que j'ai observé au niveau des années. Quand tu prends le métro, c'est vraiment maintenant, c'est de plus en plus plein, de moins en moins fiable, alors qu'avant, ici, quand on pouvait rigoler en tant que Français, quand on entendait les grèves, les problèmes, et les tri, ici, c'était tout à fait fiable et ça marchait très bien. Ouais. Ok, et concrètement, toi, ton parti, tes idées ou tes propositions justement sur ces problèmes-là, toi, alors je sais que c'est pas une question facile, si on avait la réponse, ce serait peut-être résolu, mais au niveau du logement, qu'est-ce qui te semble pouvoir être une solution? Construire, tu disais, aussi. La ville, par exemple, la ville peut des sociétés de HLM plus ou moins. Je pense qu'on appelle ça comme ça. Donc, elle a un parc immobilier. Donc, ces sociétés construisent aussi là où c'est possible. Ensuite, je crois qu'ils construisent actuellement 2500 logements par an. Il faut augmenter cette quantité, c'est-à-dire avoir des objectifs plus importants. Ensuite, il est possible aussi d'avoir
Sur les terrains qui sont vendus, il y a ce qu'on appelle un Münchner modèle, c'est-à-dire que c'est une sorte, si un investisseur construit des logements, il y a une partie de ces logements qui sont subventionnés. On peut augmenter ça pour éviter d'avoir que des appartements très chers et très luxueux. C'est les deux parties les plus importantes, et encourager aussi que certains terrains ou bâtiments ne soient pas vendus à des investisseurs privés seulement qui veulent faire de la spéculation, mais des Genossenschaft, c'est-à-dire des gens qui se mettent ensemble ou qui sont à un but non lucratif ou vraiment à un but associatif. Ouais. Par exemple, j'ai un collègue et un ami qui a fondé c'est une société de droit allemande, je ne sais pas si ça existe en français, où c'est vraiment plusieurs familles, plusieurs personnes qui fondent une société ensemble et ils sont eux-mêmes les constructeurs et qui font absolument, ils planifient leur immeuble, voient avec les architectes, avec les constructeurs, etc. Ouais, non, c'est des initiatives super chouettes. Et aussi ce que tu disais, alors je ne sais pas exactement quel est le modèle, mais donc j'ai des souvenirs où à Londres, là notamment j'ai une amie qui habite dans un quartier qui n'était pas forcément folichon, mais en fait ça a énormément évolué parce que apparemment elle m'expliquait qu'ils avaient ce principe-là, c'est que si tu construisais quelque chose de plutôt luxueux, ils étaient obligés à côté ou en parallèle de faire une sorte d'HLM ou enfin quelque chose qui soit abordable pour la majeure partie des gens. Et pour les transports, évidemment, on va dire que la ville n'a pas fait grand-chose. Si toi, tu es là depuis 8 ans, tout a été, ces dernières années, complètement concentré sur ce deuxième tunnel de la S-Bahn. Oui, on voit toujours pas le bout, mais... Voilà. Et qu'évidemment, dès qu'on fait des tunnels, ça dure énormément très longtemps, même sur les nouveaux métros qui sont maintenant décidés, le prolongement de la ligne 5 ou la ligne 4. Ça dure toujours des années, donc c'est pour ça que nous, on aimerait bien chez les Grünen au moins avoir des choses qui soient un peu plus rapides. Et ce qui est plus rapide, c'est des voies de bus, donc tu peux avoir des bus, ou le tram qui est beaucoup plus rapide aussi à construire. Donc ça au moins pour développer un petit peu plus. Bon, il y a la moitié, il y a un bout de la moitié de la gare qui est enlevé, donc tu vois là, je m'en suis pas vraiment aperçu parce que je crois que c'est quand même allé relativement. Ou dans la cour le Marienhof aussi qui est complètement. Voilà. Est-ce que les élections, elles se passent en 2 tours comme en France, ou là après dimanche, c'est fini, décidé? Conseil municipal et conseil d'arrondissement, non, c'est un tour proportionnel intégral. Okay. Donc il n'y a pas de seuil. Donc c'est-à-dire qu'un petit parti ou une petite alliance, initiative peut des fois avoir un siège avec 0,7-0,8%. Ce qui est malheureusement le cas de certaines initiatives ou partis d'extrême droite. Et là où il peut y avoir un deuxième tour, c'est pour le maire ou la maire. Là, il faut absolument qu'un candidat ou une candidate ait au moins une majorité, 50% des voix, plus 1, donc, pour être élu. Et il s'avère qu'a priori, ça ne va pas être le cas. On va voir. Donc là, il y aura peut-être un deuxième tour le 29 mars. Ouais. Mais seulement pour l'élection du maire ou de la maire. Ouais. On l'a juste abordé à un moment donné, c'est que, chose que tout le monde ne sait pas, c'est que tu n'as pas besoin d'être allemand pour voter aux élections municipales, donc tu dois être citoyen européen, habiter depuis 2 mois au moins en résidence principale à Munich, ou dans la ville où vous habitez, et avoir plus de 18 ans, c'est tout. Et ça, c'est juste pour les élections municipales, on est d'accord, parce que pour les autres, il faut la nationalité allemande. Oui, dans tout pays européen, chaque citoyen européen peut voter au niveau local. C'est un des grands droits. D'accord, tu vois, je ne savais pas. Je crois que ce n'est pas le cas en France. Donc un Allemand qui habite à Paris peut voter aux élections municipales à Paris. Ok. Mais il faut appartenir à l'Europe. Oui, il faut être citoyen européen. C'est aussi une bonne question, justement, ces jours-ci, quand j'ai fait pas mal de tractages et de stands, il y avait un citoyen russe qui habite ici depuis 45 ans, ça va être ma question, qui parce travaille que ici, qui paye ses impôts ici, et il n'a pas le droit de vote. Ça, c'est aussi un des points du parti, de mon parti des Grünen, mais bon, tu ne peux pas régler ça au niveau municipal, malheureusement, ça doit être au niveau fédéral. Je crois qu'en France, c'est pareil, c'est aussi souvent une discussion. Est-ce que toute personne habitant la ville peut avoir le droit
aux élections locales. Et justement, quand tu vois quelqu'un qui travaille ici, qui paye ses impôts ici, qui depuis 45 ans... Et puis surtout, je dirais en termes, tu vois, à côté de quelqu'un qui est là depuis 2 mois et quelqu'un d'autre qui est là depuis 40 ans, je pense que tu as un peu une autre vision et qu'a priori... J'estime quelqu'un qui habite ici, surtout au niveau local, c'est pas... On va dire, dans le conseil d'arrondissement, c'est pas de la politique vraiment. On est là aussi au niveau pour les habitants et les habitantes. On ne va pas faire de la grande politique. Oui, puis je crois que après, je connais pas les détails pour tous les pays, mais bon, je sais que quand tu es français, que tu habites ici depuis 8 ans, tu peux demander la double nationalité, mais il y a des pays où en fait, t'as pas le droit, ou t'es obligé de renier ta propre nationalité, et donc là, pour le coup, tu te dis oui, c'est un peu. Moi, je l'ai fait, par exemple. Je suis aussi allemand depuis 2009. Ouais. Mais c'est clair, oui, en tant que Français, on peut avoir les deux. J'ai des collègues qui ont été bosniaques ou ont dû renier leur nationalité pour devenir allemands. Ouais. Donc on peut comprendre, tu vois, que les gens n'aient pas forcément envie de le faire. C'est clair. Mais moi, je compte aussi le faire, parce que je me dis, c'est quand même pas mal justement de pouvoir voter aux autres. De donner son avis, c'est l'occasion vraiment de donner son avis, de choisir les personnes qui vraiment sur sa vie quotidienne peuvent avoir une influence, justement sur logement, transport, aide culturelle, éducation. La ville de Munich s'occupe des écoles, etc. Rebonjour, quelques mots avant de vous quitter. Merci à tous pour votre écoute. Un grand merci en particulier à Benoît pour sa disponibilité. Rendez-vous sur le site Dessine-moi Munich toutattaché.com où vous retrouverez toutes les notes de l'épisode et les liens utiles. Par ailleurs, et comme toujours, n'hésitez pas à me faire des feedbacks ou des suggestions de thèmes ou d'invités, je suis vraiment preneuse et je me ferai un plaisir de vous répondre. Enfin, dernière chose mais pas des moindres, pour soutenir le podcast, merci de laisser un commentaire sur la plateforme de votre choix avec 5 étoiles, ça m'aide beaucoup. Bonne journée ou soirée en fonction de l'heure de votre écoute et à très bientôt pour un nouvel épisode.